En France, les oppositions ont fraîchement accueilli l'allocution d'Emmanuel Macron ce mercredi, le président français qui les enjoint à clarifier leur position à l'Assemblée nationale. Toutes les maisons sont détruites, il n'y a ni tente ni nourriture, au moins 1 millier de morts. L'Afghanistan encore sous le choc après un violent séisme. Discuter de l'avenir européen des Balkans occidentaux, c'est l'objectif du sommet qui s'est ouvert ce jeudi à Bruxelles. Il doit durer 2 jours. 3 jours après le désaveu des législatives, le président français Emmanuel Macron a appelé mercredi soir au compromis et à la coopération. Il a enjoint les oppositions à clarifier leur position à l'Assemblée nationale, à savoir entrer dans une coalition de gouvernement et d'action ou s'engager à voter simplement certains textes. Un discours ratatouille, a réagi Jean-Luc Mélenchon, et le leader des Insoumis d'opposer une fin de non-recevoir au président français et d'exiger que la première ministre Elisabeth Borne sollicite la confiance de l'Assemblée. Il ne peut y avoir d'autre réalité que celle-ci. L'exécutif est faible, mais l'Assemblée nationale est forte de toute la légitimité de son élection toute récente. Madame la Première ministre, comme dans toutes les démocraties du monde, doit se présenter devant l'Assemblée nationale et solliciter sa confiance. Si elle n'a pas cette confiance, elle doit s'en aller. Réaction également de la dirigeante d'extrême droite Marine Le Pen sur Twitter, pour qui le projet d'Emmanuel Macron reste flou et inquiétant. Le camp macroniste a obtenu 245 sièges lors des législatives, loin des 289 qui lui conféreraient la majorité absolue. Emmanuel Macron doit donc trouver 44 voix de plus dans les oppositions pour faire passer ses projets de loi. Les nominations des présidents de groupe se terminent ce jeudi. L'Afghanistan encore sous le choc après le puissant séisme qui a frappé une zone frontalière isolée du sud-est du pays dans la nuit de mardi à mercredi. Les maisons faites de briques et de boue n'ont pas résisté à ce tremblement de terre d'une magnitude de 5,9 sur l'échelle de Richter. Il a été ressenti jusqu'à Kaboul, la capitale, située à environ 200 km au nord. Environ 2000 à 2500 maisons ont été entièrement détruites. De nombreuses personnes ont été blessées. Toutes les maisons se sont effondrées. Et maintenant, nous avons besoin de tentes et de produits de première nécessité. Les secours en Afghanistan sont limités et ne peuvent faire face seuls. Les ONG sont aussi moins présentes depuis la prise du pouvoir par les talibans. Mais face à l'urgence, elles s'organisent. Des opérations de recherche et de sauvetage sont en cours et du matériel médical a été fourni. Nous évaluons la situation dans la province de Khost, puis nous rejoindrons d'autres agences pour examiner la situation à Paktika. Dans la province de Khost, justement, au moins 1 millier de personnes ont été tuées et le bilan s'alourdit d'heure en heure. Il pourrait s'agir du séisme le plus meurtrier qu'ait connu l'Afghanistan en plus de 2 décennies. L'Union européenne dit suivre la situation et se tenir prête à coordonner et fournir une aide d'urgence. Fait rare, les talibans ont appelé à l'aide la communauté internationale. L'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, le Monténégro, la Macédoine du Nord et la Serbie. Ces 6 pays des Balkans occidentaux frappent depuis longtemps à la porte de l'UE. Le sommet de 2 jours qui s'ouvre ce jeudi à Bruxelles devrait approuver le plan d'action de la Commission européenne en leur faveur. Nous sommes ici pour discuter de notre avenir européen et nous pensons arriver à de bonnes conclusions pour les Balkans occidentaux. Si cela se produit, c'est bien, et si cela ne se produit pas, cela n'a pas d'importance de toute façon. Nous sommes profondément reconnaissants à l'Union européenne d'investir d'énormes quantités d'argent dans nos pays. Et puis nous ferons de notre mieux pour prendre soin de nous-mêmes. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a rendu encore plus urgente l'intégration des Balkans occidentaux dans l'Union européenne et engendré de nouvelles perspectives pour les 6 pays. Ce Conseil européen est un moment historique sur le plan géopolitique. Et c'est un choix qui doit être fait aujourd'hui, qui va engager le futur de l'Union européenne, notre stabilité, notre sécurité, notre prospérité. Les Balkans occidentaux sont une priorité pour nous. Nous allons être engagés pour remettre de l'énergie dans ce processus politique avec les leaders des Balkans occidentaux.
Concrètement, aujourd'hui, la Macédoine du Nord, le Monténégro, la Serbie et l'Albanie sont officiellement candidats, mais bloqués depuis des années dans l'antichambre de l'UE. De leur côté, le Kosovo et la Bosnie-Herzégovine sont considérés comme des candidats potentiels, mais ne remplissent pas encore les critères d'adhésion. Alors que les troupes russes continuent leur progression dans l'est de l'Ukraine, des volontaires se pressent pour évacuer les habitants du Donbass. Ceux qui ont survécu aux incessants bombardements de l'armée du Kremlin et qui ont besoin d'aide pour partir. Les personnes âgées et handicapées notamment. Mettre les gens en sécurité est notre priorité. Nous essayons de tout faire de manière précise et rapide. Leur sécurité est vraiment notre priorité numéro 1. Pour Serré et ses collègues, venir au secours de la population est un devoir et même une fierté, celle de pouvoir être la bouée de sauvetage de ces Ukrainiens usés qui, en plus de vivre la guerre, sont déchirés au moment de quitter leur maison. Nous partons à cause des bombardements. Le toit de notre maison est détruit, les fenêtres sont cassées. Nous ne sommes plus que 2, je n'ai même pas verrouillé la porte. Elle ne se ferme plus. Un train emmène ensuite les personnes évacuées loin des réalités de la guerre vers une sécurité qui reste néanmoins bien incertaine. Ce jeudi en Angleterre, seulement un train sur 5 circule. Les cheminots entament leur 2e jour de grève. La veille, les négociations sur des hausses de salaire à la hauteur de l'inflation n'avaient pas abouti. Les syndicats pourraient appeler à de nouveaux blocages samedi. C'est l'une des grèves les plus importantes du secteur ferroviaire britannique depuis 30 ans. Le juge a tranché. Il y aura bien un procès pour les soignants de Diego Maradona. La légende argentine du football est décédée le 25 novembre 2020 à l'âge de 60 ans d'une crise cardiaque dont les causes restent mystérieuses. 8 professionnels de santé seront jugés pour homicide involontaire avec circonstances aggravantes. Dépendance à l'alcool, problèmes rénaux, le footballeur souffrait de plusieurs pathologies. Il était l'un des plus grands paléontologues français. Yves Coppens est décédé mercredi à l'âge de 87 ans des suites d'une longue maladie, a annoncé sa maison d'édition. Durant sa longue carrière, il a découvert aux côtés d'autres scientifiques plusieurs fossiles d'hominidés, dont la célèbre australopithèque Lucie en 1974, un fossile daté de 3,2 millions d'années. Se méfier de l'eau qui dort. En Martinique, l'adage prend tout son sens depuis quelques années. Au nord-ouest de l'île, le village du Prêcheur et ses 1200 habitants connaissent une érosion forte et continue du littoral. Jean-Guy Gabriel a grandi au village. À bord de son bateau de pêche, il constate les effets de la montée inexorable des eaux. Peut-être la prochaine houle, ces gens-là seront obligés de laisser leur maison, leur habitat. Conséquence de la fonte des glaces et des tempêtes de plus en plus violentes causées par le réchauffement climatique, le niveau de la mer s'élève en Martinique de 3,5 mm en moyenne par an, contre 2,5 mm il y a une dizaine d'années selon le GIEC. Résultat, la côte recule inexorablement. Il y a une quarantaine d'années, une bonne quarantaine d'années. Donc là, nous sommes au bord du restaurant. Vous voyez tout le sable derrière. Donc on a perdu entre 40 et 50 mètres de plage. Une sourde inquiétude pour les habitants de la côte. J'habite en face. Et à chaque fois qu'on entend les grosses vagues, on est inquiet, quoi. Donc la nuit, au moins de bruit, on est debout pour regarder ce qui se passe. Au Prêcheur, la municipalité a prévu de bâtir une école et de reloger une centaine de familles sur les hauteurs. Mais l'ampleur de la tâche s'annonce colossale à l'échelle de l'île. On estime à peu près à 120-130 000 populations littorales qui sont concernées par ces phénomènes et à peu près une grosse moitié, entre 50 et 70 000 personnes qui seront à terme affectées par ces problématiques-ci. D'ici à la fin du siècle, la Martinique devrait perdre au moins 5% de son territoire, soit environ la moitié de la superficie de la ville de Paris. Dans certaines zones des Caraïbes, l'eau pourrait monter jusqu'à 1,17 m.